Je suis allée chez le dentiste pour une simple rage de dents. Je m'attendais à un plombage, peut-être une dévitalisation au pire. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que mon dentiste lâche ses instruments, recule de son fauteuil et prononce des mots qui m'ont glacé le sang: il faut appeler le SAMU tout de suite. Lorsqu'il m'a montré la radio, j'ai finalement compris pourquoi ce rendez-vous de routine n'avait pas seulement soigné ma dent, il m'avait sauvé la vie. Je m'appelle Chloé Morel, j'ai 26 ans et je travaille comme graphiste à Lyon. Je suis le genre de personne qui serre les dents face à la douleur au lieu de la traiter. J'ignore les maux de tête, je saute les rendez-vous chez le médecin et je me répète que je vais bien même quand ce n'est clairement pas le cas. Cet entêtement a failli me tuer. J'ai une grande sœur, Manon, qui a 31 ans et qui est sage-femme à l'hôpital de la Croix-Rousse, à l'autre bout de la ville. Elle veille sur moi depuis toujours, surtout depuis que nous avons perdu notre mère d'un cancer du sein il y a 7 ans. Manon est celle qui me harcèle pour que je prenne soin de moi, celle qui me dit d'arrêter de travailler autant et de commencer à faire attention à ma santé. Je ne l'écoute jamais, pas avant ce jour où tout a basculé. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire pour me dire d'où vous regardez cette vidéo, j'adore échanger avec vous tous. Maintenant, laissez-moi vous raconter comment une simple rage de dents a fini par me sauver la vie. Tout a commencé environ 3 semaines avant ce rendez-vous chez le dentiste. Je me suis réveillée un matin avec une douleur sourde dans la mâchoire inférieure, du côté gauche. Ce n'était pas terrible au début, juste une petite douleur agaçante qui allait et venait tout au long de la journée. Je me suis dit que c'était une carie ou peut-être mes dents de sagesse qui se décidaient enfin à faire des siennes. Je me suis promis de prendre rendez-vous bientôt, mais je ne l'ai jamais fait. J'étais débordée par le travail. Mon agence de design venait de décrocher un gros client et j'étais responsable de la création de toute leur identité de marque, logo, site web, packaging, modèle pour les réseaux sociaux, tout. C'était le plus gros projet de ma carrière et j'étais déterminée à faire mes preuves. Alors, je travaillais tard tous les soirs, je survivais grâce au café et aux plats à emporter, et j'ignorais la douleur dans ma mâchoire. Manon a remarqué que quelque chose clochait lors de notre dîner hebdomadaire dans son appartement. Elle a cette façon de me regarder qui me donne l'impression qu'elle peut lire en moi comme dans un livre ouvert. Nous mangions des pâtes quand elle a soudainement posé sa fourchette et m'a fixé. Elle a dit: « Tu n'arrêtes pas de toucher ta mâchoire, qu'est-ce qu'il se passe ?» J'ai haussé les épaules et lui ai dit que ce n'était rien, probablement juste une carie et que je ferais vérifier ça un jour ou l'autre. Elle n'a pas aimé cette réponse. Elle s'est penchée en avant et m'a lancé ce regard, celui qui me rappelait tellement notre mère, et a dit: « Chloé, un jour ou l'autre ce n'est pas suffisant, tu dois voir un dentiste cette semaine. » Je lui ai promis que je le ferais, mais au fond de moi, je n'avais aucune intention de tenir parole. J'avais trop de travail. Je ne pouvais pas me permettre de prendre du temps libre pour quelque chose d'aussi mineur qu'une rage de dents. Mais la douleur n'est pas restée mineure. Au cours des 2 semaines suivantes, elle a empiré. La douleur sourde s'est transformée en un élancement constant qui irradiait sur le côté de mon visage jusqu'à ma tempe. J'ai commencé à avoir des maux de tête qui ne passaient pas, peu importe la quantité d'eau que je buvais ou le nombre d'antidouleurs que je prenais. Certains matins, je me réveillais avec des vertiges, comme si la pièce penchait légèrement d'un côté. J'ai mis ça sur le compte du stress, du manque de sommeil, et du fait de fixer des écrans d'ordinateur 14 heures par jour. J'ai continué à forcer. C'est ce que je fais, c'est ce que j'ai toujours fait. Quand notre mère était malade, j'ai forcé. Quand elle est morte et que j'ai dû retourner à la fac 2 semaines plus tard, j'ai forcé. Quand mon premier petit ami sérieux m'a quitté juste après mon diplôme, j'ai forcé. Forcer, c'est la seule façon que je connaisse pour survivre, mais mon corps essayait de me dire quelque chose. En fait, il me hurlait dessus, je ne l'écoutais simplement pas. La nuit précédant mon rendez-vous chez le dentiste, j'ai fini par craquer. Je me suis réveillée à 3 heures du matin avec une douleur si intense que je pensais que ma tête allait exploser. Tout le côté gauche de mon visage était en feu. J'ai trébuché jusqu'à la salle de bain, allumé la lumière et me suis regardée dans le miroir. Mes yeux étaient rouges et larmoyants, ma peau était pâle et grise. Je transpirais alors qu'il faisait froid dans la maison. Je suis restée là, agrippée au bord du lavabo, et j'ai finalement admis la vérité, quelque chose n'allait vraiment pas.
Ce n'était pas juste une carie, ce n'était pas juste du stress, c'était tout autre chose et j'avais besoin d'aide. J'ai attrapé mon téléphone et ouvert le site web du cabinet de mon dentiste. Le docteur Raphaël Mercier était mon dentiste depuis que j'avais déménagé à Lyon il y a 4 ans. Il était gentil, patient et se souvenait toujours des détails de ma vie de mes rendez-vous précédents. J'ai trouvé le premier créneau disponible, qui était à 8h30 le lendemain matin, et je l'ai réservé avant de pouvoir changer d'avis. Ensuite, je me suis glissée de nouveau dans mon lit et j'ai fixé le plafond jusqu'au lever du soleil. Je ne pouvais pas dormir, la douleur était trop intense, mais plus que ça, j'avais peur. Je ne cessais de penser à ma mère et à tous ces rendez-vous qui commençaient comme une routine mais finissaient par des nouvelles dévastatrices. Je ne cessais de penser à Manon assise à côté de moi dans les salles d'attente de l'hôpital, me tenant la main pendant que les médecins expliquaient des choses que je ne voulais pas entendre. Je me disais que je faisais ma dramatique, que c'était juste une rage de dents, que les gens avaient mal aux dents tout le temps. J'irais chez le dentiste, il trouverait une carie, je la ferais soigner et tout irait bien. Il n'y avait aucune raison de paniquer. Mais quelque part au fond de moi, dans un endroit que je ne voulais pas reconnaître, je savais que c'était différent. Je le sentais dans mes os, quelque chose n'allait vraiment pas, et j'étais sur le point de découvrir à quel point. Le lendemain matin, je me suis habillée lentement, les mains tremblantes en boutonnant ma chemise. J'ai sauté le petit déjeuner parce que j'avais l'estomac trop noué par la nervosité pour avaler quoi que ce soit. J'ai conduit jusqu'au cabinet dentaire en silence, sans même allumer la radio. Les rues étaient calmes si tôt le matin et le monde entier semblait étrangement immobile, comme s'il retenait son souffle. Quand je me suis garée sur le parking du cabinet, je suis restée assise dans ma voiture quelques minutes avant d'entrer. Je me suis regardée dans le rétroviseur et j'ai pris une grande inspiration. Je me suis dit que tout allait bien se passer, que je réagissais de manière excessive, que c'était juste un mercredi matin normal et un rendez-vous dentaire normal et qu'il n'y avait absolument aucune raison de s'inquiéter. Je ne savais pas que dans moins d'une heure, ma vie entière changerait pour toujours. La salle d'attente était exactement ce qu'on attend d'un cabinet dentaire, une musique douce sortant de haut-parleurs cachés, des magazines étalés sur une table basse que personne ne lit jamais vraiment, une télévision fixée au mur diffusant les informations du matin avec le volume bas. Il y avait 2 autres patients qui attendaient quand je suis entrée, tous 2 faisant défiler leur téléphone sans lever les yeux. Je me suis enregistrée à l'accueil et j'ai rempli les formulaires habituels, antécédents médicaux, médicaments actuels, motifs de la visite. J'ai écrit « douleur à la mâchoire et maux de tête » et j'ai rendu le porte-bloc à la réceptionniste. Elle a souri et m'a dit que le docteur Mercier serait avec moi sous peu. Je me suis assise dans l'un des fauteuils rembourrés et j'ai essayé de calmer mon cœur qui s'emballait. Mon téléphone a vibré avec un texto de Manon. Elle avait écrit « Bonne chance chez le dentiste. Appelle-moi après pour me dire ce qu'ils ont dit. Je t'aime. » J'ai tapé une réponse rapide pour lui dire que je le ferais, puis j'ai fourré mon téléphone dans mon sac. Je ne voulais parler à personne pour le moment, je voulais juste en finir. Une assistante dentaire a appelé mon nom environ 10 minutes plus tard. Son badge indiquait Léa, et elle avait un sourire chaleureux qui m'a légèrement rassurée. Elle m'a conduite dans un couloir bordé de portes et m'a fait entrer dans une petite salle d'examen avec un grand fauteuil au centre. Le fauteuil était légèrement incliné et il y avait une lumière vive positionnée au-dessus. Un plateau d'instruments dentaires reposait sur un comptoir à proximité, tous brillants et stériles. Léa m'a demandé de m'asseoir et de me pencher en arrière. Elle a placé une bavette en papier sur ma poitrine et m'a demandé de décrire mes symptômes. Je lui ai parlé de la douleur à la mâchoire qui empirait depuis 3 semaines, des maux de tête qui ne partaient pas. J'ai mentionné les vertiges, mais j'ai dit que je pensais que c'était probablement juste le stress du travail. Elle a hoché la tête et a tout tapé dans un ordinateur. Elle a dit qu'ils allaient commencer par des radios pour mieux voir ce qu'il se passait. Elle a placé un lourd tablier de plomb sur ma poitrine et a mis un petit dispositif en plastique dans ma bouche, me disant de mordre et de ne pas bouger. La machine a fait un clic, puis elle l'a déplacé sous un angle différent et a recommencé. Après cela, elle a apporté une machine plus grande qui tournait autour de ma tête pour ce qu'elle appelait une radio panoramique. Elle a dit que cela leur donnerait une image complète de ma mâchoire, de mes dents et des structures environnantes. Je suis restée seule dans la salle d'examen pendant qu'elle allait traiter les images. Les minutes ont semblé des heures.
J'ai fixé les dalles du plafond et je les ai comptées une par une. J'écoutais les sons étouffés des conversations dans les autres pièces. J'essayais de me convaincre que tout allait bien et que je sortirais bientôt d'ici avec rien de plus qu'une ordonnance pour des antibiotiques. Quand la porte s'est finalement ouverte, ce n'est pas Léa qui est entrée. C'était le docteur Mercier. C'était un homme d'une 50aine d'années, aux cheveux grisonnants et aux yeux bienveillants derrière des lunettes à monture métallique. Il m'accueillait habituellement avec un sourire et me demandait des nouvelles de mon travail ou de ma sœur, ou de tout ce dont nous avions parlé lors de ma dernière visite. Mais aujourd'hui, il ne souriait pas. Son expression était grave. Et il tenait la radio dans sa main comme si elle pesait une tonne. Il s'est assis sur le tabouret à roulettes à côté de mon fauteuil et s'est rapproché de moi. Il n'a rien dit au début. Il m'a juste regardé avec une expression que je n'arrivais pas tout à fait à lire. Ce n'était pas exactement de l'inquiétude, c'était quelque chose de plus profond que ça, quelque chose qui m'a noué l'estomac. Il a parlé lentement et avec précaution. Il a dit, « Chloé, je dois vous poser quelques questions avant d'aller plus loin. Avez-vous eu des maux de tête récemment ?» Je lui ai dit, « Oui, presque tous les jours ces dernières semaines. » Il a hoché la tête et a demandé si je m'étais sentie étourdie ou si j'avais eu des vertiges. J'ai dit oui à ça aussi, en supposant que c'était parce que je ne dormais pas bien. Il a demandé si j'avais remarqué des changements dans ma vision, des taches floues, des éclairs de lumière, quoi que ce soit d'inhabituel. J'ai réfléchi un instant. Il y avait eu quelques fois où ma vision semblait légèrement décalée, comme si je regardais à travers une fenêtre sale. Je lui en ai parlé et son expression est devenue encore plus sérieuse. Il s'est levé du tabouret et a retiré ses gants en latex. Il les a posés sur le comptoir et s'est tourné vers moi. Sa voix était calme mais ferme quand il a parlé. Il a dit, « Chloé, j'ai besoin que vous restiez très calme. Nous devons appeler le SAMU immédiatement. » J'ai eu l'impression que quelqu'un m'avait donné un coup de poing dans la poitrine. Je ne pouvais plus respirer, je ne pouvais plus penser. J'ai ouvert la bouche pour demander ce qu'il se passait, mais aucun mot n'est sorti. Il a pris la radio et l'a tenue vers la lumière pour que je puisse la voir. Il a pointé une zone près du haut de l'image, bien au-dessus de mes dents, dans une région que je ne savais même pas qu'une radio dentaire pouvait capturer. Il y avait une ombre sombre là, quelque chose qui n'avait clairement rien à y faire. Il a dit, « Cette ombre juste ici, elle n'est pas censée être là. » Je ne suis pas neurologue, mais j'ai vu assez de choses dans ma carrière pour savoir que cela nécessite une attention immédiate. Je ne vais pas vous laisser sortir de ce cabinet sans vous envoyer à l'hôpital. J'ai fixé l'ombre sur la radio et mon monde entier s'est mis à tourner. Ce n'était pas une carie, ce n'était pas un problème de dents de sagesse. C'était quelque chose dans ma tête. Quelque chose qui poussait près de mon cerveau. Quelque chose qui pouvait me tuer. Je ne pouvais pas m'arrêter de fixer cette ombre sur la radio. Elle était petite, peut-être la taille d'un raisin, mais elle me paraissait monstrueuse. Elle ressemblait à une condamnation à mort. Mes mains tremblaient tellement que j'ai dû agripper les accoudoirs du fauteuil dentaire juste pour les garder immobiles. Mon esprit passait en revue 1000 scénarios différents, et aucun d'eux n'était bon. Le docteur Mercier a dû voir la panique dans mes yeux car il a posé sa main sur mon épaule et a parlé d'une voix calme et posée. Il a dit, « Chloé, je sais que c'est terrifiant, mais j'ai besoin que vous respiriez. Nous ne savons pas encore exactement ce que c'est. Cela pourrait être beaucoup de choses. Ce que je sais, c'est que nous l'avons détecté, et c'est ce qui compte pour l'instant. La meilleure chose que nous puissions faire est de vous confier à quelqu'un qui pourra nous dire exactement à quoi nous avons affaire. » J'ai hoché la tête, mais je n'écoutais pas vraiment. Mon cerveau était bloqué sur une pensée qui se répétait en boucle, c'est comme ça que ça a commencé avec maman. Un rendez-vous de routine, une découverte inattendue, une ombre sur un scanner qui a tout changé. Je l'ai regardé se battre pendant 3 ans avant que le cancer ne gagne finalement. Je lui tenais la main dans la chambre d'hôpital quand elle a rendu son dernier souffle. Et maintenant, j'étais là, assise dans un fauteuil de dentiste, à regarder ma propre ombre. Le docteur Mercier est sorti de la pièce pour parler à sa réceptionniste. Je pouvais l'entendre à travers la porte, sa voix basse et urgente. Il lui disait d'appeler le 15 et d'expliquer la situation. Il lui disait de vider son emploi du temps pour le reste de la matinée.
Il lui disait de m'apporter de l'eau parce que j'avais l'air sur le point de m'évanouir. La réceptionniste est entrée un instant plus tard avec un petit gobelet en papier rempli d'eau froide. Elle me l'a tendu avec un sourire compatissant et m'a dit que tout allait bien se passer. Je voulais la croire, je le voulais vraiment, mais je n'arrivais pas à me défaire du sentiment que ma vie était en train de s'effondrer juste sous mes yeux. J'ai demandé au docteur Mercier si je pouvais appeler ma sœur avant que l'ambulance n'arrive. Il m'a tendu le téléphone de son bureau sans hésitation. Mon propre téléphone était enfoui quelque part dans mon sac à main et mes mains tremblaient trop pour fouiller dedans. J'ai composé le numéro de Manon de mémoire et j'ai collé le téléphone à mon oreille. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. Sa voix était joyeuse et enjouée, complètement ignorante de ce qu'il se passait. Elle a dit, et, c'était rapide. Tu as déjà fini? Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais les mots sont restés coincés dans ma gorge. J'ai essayé de parler, mais tout ce qui est sorti était un sanglot étouffé. J'ai pressé ma main sur ma bouche et j'ai serré les yeux, essayant de me ressaisir. La voix de Manon a changé instantanément. La gaieté a disparu, remplacée par une vive inquiétude. Elle a dit, « Chloé, qu'est-ce qui ne va pas? Parle-moi. Qu'est-ce qu'il se passe ?» J'ai réussi à sortir quelques phrases brisées. Je lui ai dit que j'étais toujours chez le dentiste. Je lui ai dit que quelque chose n'allait pas. Je lui ai dit qu'ils appelaient une ambulance. Elle n'a pas posé plus de questions, elle n'a pas exigé d'explications. Elle a juste dit, « J'arrive tout de suite. Ne bouge pas. Je serai là dans 15 minutes. » La ligne a coupé et j'ai rendu le téléphone au docteur Mercier. Il se tenait près de la porte, me regardant avec un mélange d'inquiétude et de compassion. Il m'a dit que les secours étaient en route et devraient arriver d'ici 10 minutes. Il a dit qu'il resterait avec moi jusqu'à leur arrivée. Ces 10 minutes ont semblé une éternité. J'étais assise dans ce fauteuil dentaire à fixer le plafond, essayant de digérer ce qu'il se passait. J'ai pensé à toutes les choses que j'avais remises à plus tard, les voyages que je voulais faire, les amis que je voulais appeler mais ne faisais jamais, les conversations que j'évitais parce qu'elles semblaient trop difficiles. J'ai pensé à Manon et à la façon dont elle me suppliait de prendre mieux soin de moi depuis des années. J'ai pensé à ma mère et à la promesse que j'avais faite à ses funérailles de vivre ma vie pleinement et sans regret. J'avais brisé cette promesse. J'avais passé les 7 dernières années à m'enterrer dans le travail et à éviter tout ce qui me rendait vulnérable. J'ai sauté des vacances, j'ai annulé des projets avec des amis, j'ai ignoré chaque signal d'alarme que mon corps essayait de me donner parce que j'étais trop têtue et trop effrayée pour ralentir. Le son des sirènes au loin m'a sorti de mes pensées. Elles sont devenues de plus en plus fortes jusqu'à ce qu'elles s'arrêtent juste devant l'immeuble. Un instant plus tard, 2 pompiers ont franchi la porte avec un brancard entre eux. Ils étaient calmes et professionnels, me posant des questions sur mes symptômes pendant qu'ils vérifiaient mes signes vitaux. L'un d'eux a enroulé un brassard de tension autour de mon bras tandis que l'autre dirigeait une petite lumière dans mes yeux. Ils m'ont aidé à m'installer sur le brancard et m'ont attaché. J'ai regardé le plafond pendant qu'ils me faisaient rouler dans le couloir et hors de la porte d'entrée du cabinet dentaire. Le soleil du matin était brillant et chaud sur mon visage. Et pendant un instant, j'ai fermé les yeux et je me suis laissé aller à le ressentir. Je ne savais pas ce qui allait se passer ensuite. Je ne savais pas si j'allais vivre ou mourir. Mais je savais une chose avec certitude, je n'allais pas affronter ça seule. Juste au moment où il me chargeait dans l'ambulance, j'ai entendu une voiture crisser des pneus sur le parking. Une portière a claqué, puis j'ai entendu des pas courir vers moi. J'ai tourné la tête et j'ai vu Manon sprinter sur le bitume, le visage pâle de peur. Elle a atteint l'ambulance juste au moment où les pompiers allaient fermer les portes. Elle a attrapé ma main et a dit « Je suis là. Je ne vais nulle part ». Le trajet en ambulance m'a semblé durer une éternité. Manon est restée assise à côté de moi tout le long, tenant ma main si fort que je pouvais sentir son pouls contre mes doigts. Elle n'a pas dit grand-chose. Elle n'en avait pas besoin, sa présence suffisait. L'un des ambulanciers me posait des questions sur mes antécédents médicaux, mais je pouvais à peine me concentrer sur ces mots. Mon esprit ne cessait de revenir à cette ombre sur la radio, cette tache sombre cachée à l'intérieur de ma tête, comme un secret attendant d'être découvert. Quand nous sommes arrivés aux urgences, tout est allé très vite.
Ils m'ont fait rouler à travers les portes et dans un couloir lumineux rempli d'infirmières et de médecins en blouse. Quelqu'un criait des instructions. Quelqu'un d'autre attachait des électrodes sur ma poitrine pour surveiller mon cœur. Une infirmière a inséré une perfusion dans mon bras et m'a dit qu'ils allaient faire des examens. Manon a dû attendre dehors pendant qu'on m'emmenait passer des scanners. Elle m'a embrassé le front avant qu'il ne m'emmène et m'a dit qu'elle serait juste là à mon retour. J'ai regardé son visage disparaître alors que les portes battantes se refermaient derrière moi, et je me suis sentie plus seule que je ne l'avais jamais été de ma vie. Ils ont commencé par un scanner. Je suis restée parfaitement immobile sur une table étroite pendant que la machine bourdonnait et cliquetait autour de moi. Le technicien me parlait à travers un haut-parleur, me disant quand retenir mon souffle et quand me détendre. Après cela, ils m'ont emmené passer une IRM. La machine était plus bruyante que je ne le pensais, un claquement rythmique qui résonnait dans mon crâne. J'ai fermé les yeux et essayé d'imaginer que j'étais ailleurs, sur une plage, dans une forêt, n'importe où sauf ici. Quand les examens ont été terminés, ils m'ont ramené dans une petite chambre du service des urgences. Manon était déjà là, assise sur une chaise en plastique avec son manteau toujours sur le dos. Elle a sursauté quand elle m'a vue et s'est précipitée à mes côtés. Elle a demandé si j'allais bien, si ça faisait mal, s'il m'avait dit quelque chose. J'ai secoué la tête. Personne ne m'avait rien dit. Nous attendions toujours. Les 2 heures suivantes ont été les plus longues de ma vie. Manon a essayé de me distraire en parlant de choses aléatoires, ses patientes au travail, un nouveau restaurant qu'elle voulait essayer, une série qu'elle regardait sur Netflix. J'appréciais l'effort, mais je ne pouvais me concentrer sur rien de tout ça. Je ne faisais que fixer la porte, attendant que quelqu'un la franchisse pour m'annoncer mon sort. Finalement, on a frappé. La porte s'est ouverte et une femme en blouse blanche est entrée. Elle s'est présentée comme le docteur Karine Thomas, neurochirurgienne. Elle était grande, avec des cheveux gris courts et une présence calme et posée qui m'a immédiatement mise à l'aise. Elle a tiré un tabouret à roulettes près de mon lit et s'est assise pour que nous soyons à la même hauteur. Elle a dit, « Chloé, j'ai examiné vos scanners et je veux vous expliquer ce que nous avons trouvé. » Elle a tourné un écran d'ordinateur vers moi et a affiché une image de mon cerveau. Cela semblait étrange et inconnu, toutes ces formes grises et blanches auxquelles je ne comprenais rien, mais le docteur Thomas a pointé une zone précise près de la base de mon crâne, et soudain, je l'ai vu. Un petit cercle sombre qui ne correspondait à rien autour. Elle a expliqué que c'était un anévrisme, un point faible dans l'un des vaisseaux sanguins de mon cerveau qui avait commencé à gonfler vers l'extérieur comme un minuscule ballon. Elle a dit que cela grossissait probablement lentement depuis des mois, peut-être même des années. Les maux de tête, les vertiges, la douleur à la mâchoire qui m'avait conduite chez le dentiste en premier lieu étaient tous des symptômes de la pression qui s'accumulait dans mon crâne. Elle a fait une pause et m'a regardée avec des yeux sérieux. Elle a dit, « Chloé, je veux être honnête avec vous. Cet anévrisme est situé dans une zone dangereuse. S'il se rompt, vous pourriez faire un AVC massif. Le taux de survie pour ce genre d'événement est très faible. Nous parlons de minutes, pas d'heures. » J'ai senti la poigne de Manon se resserrer sur ma main. J'ai entendu son souffle se bloquer dans sa gorge. Mon propre cœur battait si fort que je pouvais à peine entendre autre chose. Le docteur Thomas a continué. Elle a dit, « La bonne nouvelle, c'est que nous l'avons trouvé avant qu'il ne se rompe. » Elle a dit qu'il y avait une procédure qu'il pouvait faire pour le réparer. Cela s'appelait l'embolisation par coile. Un chirurgien ferait passer un minuscule tube à travers mes vaisseaux sanguins et placerait de petites spirales métalliques à l'intérieur de l'anévrisme pour le sceller. C'était délicat et risqué, mais cela pouvait me sauver la vie. Elle a demandé si j'avais des questions. J'en avais 1 million, mais une seule est sortie de ma bouche. Je lui ai demandé ce qui se serait passé si je n'étais pas allée chez le dentiste ce matin-là. Elle m'a regardé un long moment avant de répondre. Elle a dit, « D'après la taille et l'emplacement de cet anévrisme, j'estime qu'il vous restait moins d'1 semaine avant qu'il ne se rompe de lui-même. Si votre dentiste n'avait pas repéré ça sur cette radio, vous ne seriez probablement pas ici en ce moment. » J'ai senti des larmes couler sur mon visage, mais je n'ai pas pris la peine de les essuyer. Manon pleurait aussi, ses épaules tremblaient alors qu'elle pressait son front contre ma main. Ils ont programmé l'opération pour le lendemain matin.
J'ai passé cette nuit-là éveillée dans mon lit d'hôpital, à fixer le plafond et à penser à tout ce que je voulais encore faire de ma vie. Manon a dormi dans le fauteuil à côté de moi, refusant de partir même quand les infirmières lui ont proposé d'apporter un lit de camp. Chaque fois que je la regardais, je ressentais une vague de gratitude si forte que ça en faisait presque mal. Le lendemain matin, ils sont venus me chercher pour m'emmener au bloc opératoire. Manon a marché à côté du brancard jusqu'à ce que nous atteignions les portes qu'elle ne pouvait pas franchir. Elle s'est penchée et m'a embrassé sur la joue. Elle m'a dit qu'elle m'aimait. Elle m'a dit qu'elle m'attendrait juste là à mon réveil. La dernière chose que j'ai vue avant que l'anesthésie ne m'emporte était la lumière vive du plafond du bloc opératoire. Et la dernière chose que j'ai pensée était une prière, « S'il vous plaît, laissez-moi me réveiller ». La première chose que j'ai remarquée à mon réveil, c'est la douleur. C'était comme si quelqu'un avait pris un marteau à l'intérieur de mon crâne et avait décidé de l'y laisser. Mes yeux étaient lourds et il m'a fallu toute ma force juste pour les ouvrir. La pièce était lumineuse et floue et pendant un instant, je ne savais pas où j'étais. Puis j'ai entendu une voix que je reconnaissais. Manon. Elle se tenait à côté de mon lit, tenant ma main exactement comme elle l'avait promis. Quand elle a vu mes yeux s'ouvrir, son visage s'est décomposé de soulagement. Des larmes ont commencé à couler sur ses joues et elle s'est penchée pour presser son front contre le mien. Elle a chuchoté que j'allais bien. Elle a chuchoté que l'opération avait marché. Elle a chuchoté que j'allais vivre. J'ai passé les 3 jours suivants en soins intensifs. Les médecins me surveillaient constamment, vérifiant mes signes vitaux toutes les quelques heures et me posant des questions pour s'assurer que mon cerveau fonctionnait correctement. Ils m'ont demandé mon nom, la date, le nom du président. J'ai répondu correctement à tout, et à chaque fois, je voyais le soulagement sur leur visage. Le docteur Thomas est venu me voir le 2e jour. Elle s'est assise au bord de mon lit et m'a dit que l'opération avait été un succès total. L'anévrisme était scellé et le risque de rupture avait été éliminé. Elle a dit que je devrais me reposer pendant quelques semaines et revenir pour des contrôles réguliers, mais qu'il n'y avait aucune raison pour que je ne puisse pas vivre une vie tout à fait normale désormais. Je lui ai demandé comment c'était arrivé. Je lui ai demandé pourquoi une fille de 26 ans sans antécédents familiaux de problèmes cérébraux avait développé un anévrisme. Elle a dit que parfois il n'y avait pas de réponse claire. Parfois, ces choses arrivent, c'est tout. Mais elle a aussi dit que mon corps m'envoyait des signaux d'alarme depuis des semaines. Les maux de tête, les vertiges, la douleur à la mâchoire. Si j'avais écouté plus tôt, nous l'aurions peut-être détecté encore plus vite. Une semaine après mon opération, je suis retournée au cabinet du docteur Mercier. Je n'avais pas de rendez-vous. J'avais juste besoin de le voir. J'avais besoin de le remercier pour ce qu'il avait fait. J'ai apporté un bouquet de tournesol et une carte que j'avais passé des heures à écrire. Les mots semblaient inadéquats pour ce que je voulais dire, mais j'ai fait de mon mieux. Quand il m'a vu franchir la porte, son visage s'est illuminé. Il a contourné le bureau de la réception et m'a serré dans ses bras. Il m'a dit qu'il avait pensé à moi tous les jours depuis que l'ambulance m'avait emmené. Il m'a dit qu'il avait appelé l'hôpital pour prendre des nouvelles de mes progrès, mais qu'il n'avait pas pu obtenir d'informations car il n'était pas de la famille. Je lui ai tendu les fleurs et la carte. Il l'a lu là, dans la salle d'attente. Et j'ai vu ses yeux s'embuer derrière ses lunettes. La carte disait, « Vous n'avez pas seulement soigné ma dent. Vous m'avez sauvé la vie. Je ne pourrai jamais assez vous remercier. » Il m'a regardé et a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Il a dit, « Chloé, en 30 ans de dentisterie, je n'ai jamais vu quelque chose comme ce qui vous est arrivé. » Quand j'ai regardé cette radio, quelque chose m'a dit de regarder de plus près. Quelque chose m'a dit de ne pas ignorer cette ombre. Je crois que vous étiez destiné à entrer dans mon cabinet ce jour-là. Et je crois que quelqu'un veillait sur vous. J'ai pensé à ma mère quand il a dit ça. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais senti sa présence depuis qu'elle était partie. Les moments où je sentais son parfum venu de nulle part. Les rêves où elle venait me voir et me disait que tout irait bien. Peut-être que c'est elle qui a fait en sorte que ma mâchoire me fasse assez mal pour prendre enfin rendez-vous. Peut-être que c'est elle qui a guidé le docteur Mercier pour qu'il regarde cette radio un peu plus attentivement. Je ne le saurai jamais avec certitude, mais je choisis de croire qu'elle y était pour quelque chose.
Ma relation avec Manon a changé après cette expérience. Nous avions toujours été proches, mais maintenant nous étions inséparables. Nous avons arrêté de remettre à plus tard les choses qui comptaient. Nous avons réservé ce voyage au Portugal dont nous parlions depuis des années. Nous avons commencé à dîner ensemble 2 fois par semaine au lieu d'une. Nous nous appelions chaque matin, pas par obligation, mais par envie. J'ai quitté mon emploi à l'agence de design 2 mois après mon opération. Le stress et les longues heures n'en valaient plus la peine. Je me suis lancée comme graphiste freelance et j'ai commencé à accepter des projets qui m'excitaient vraiment. Je travaillais moins d'heures et passais plus de temps à faire les choses que j'aimais. Je faisais de la randonnée le week-end. J'ai appris à cuisiner de nouvelles recettes. J'ai adopté un chat nommé Biscuit qui dort sur ma poitrine toutes les nuits. Plus important encore, j'ai arrêté d'ignorer mon corps. J'ai arrêté de forcer face à la douleur et de prétendre que j'allais bien quand ce n'était pas le cas. J'ai commencé à aller chez le médecin quand quelque chose semblait anormal, même si cela me faisait peur. J'ai appris que prendre soin de soi n'est pas une faiblesse, c'est de la survie. Je pense tout le temps à ce matin au cabinet dentaire. Je pense à quel point je suis passée près de la mort sans même savoir que quelque chose n'allait pas. Je pense à toutes les personnes qui ignorent leurs symptômes parce qu'elles sont trop occupées, trop effrayées ou trop têtues pour demander de l'aide. J'étais l'une de ces personnes et j'ai failli payer le prix fort. Si vous ne devez retenir qu'une chose de mon histoire, que ce soit ceci, écoutez votre corps. N'ignorez pas les signaux d'alarme. Ne repoussez pas les rendez-vous qui pourraient vous sauver la vie. Et ne supposez jamais, au grand jamais, qu'une petite douleur ne vaut pas la peine d'être vérifiée. Parce que parfois, la chose qui vous sauve n'est pas une intervention dramatique ou une opération miracle. Parfois, c'est une radio de routine chez un dentiste qui repère quelque chose que personne ne cherchait. Je suis entrée pour une rage de dents. Je suis ressortie avec une seconde chance de vivre. Et je vais passer chaque jour à m'assurer que je la mérite. Si cette histoire vous a touché, assurez-vous de vous abonner à ma chaîne et laisser un commentaire pour me dire si vous avez déjà ignoré un symptôme qui s'est avéré être quelque chose de grave. Je lis absolument tous les commentaires et votre histoire pourrait aider quelqu'un.